Néant avant le néant, chapitre 2. Donc dans ce que je pourrais appeler le travail d'exploration, donc de certaines ressentis, de certaines impressions, de certaines... je visite quelque chose qui pourrait être assimilé à une parcelle de moi-même. Ce n'est pas mon intériorité, certainement jamais. C'est un territoire que je ne pourrai jamais, auquel je ne pourrai jamais accéder dans toute sa globalité. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas une finalité, c'est l'exploration de certaines, comment dire, comme si on prenait ce mot-là et qu'on le considérait comme un isolat linguistique, un mot que j'isole du reste et sur lequel j'essaie de, de me concentrer pour essayer de voir en quoi c'est un, comment dire, c'est un médiateur, c'est un transmetteur pour moi ou pas. Donc les mots ou ce mot-là précisément, et je l'investis pour essayer de, de lui faire dire des choses peut-être que je n'ai pas encore dites ou que j'ai déjà prononcées, mais que donc là je ferai, comment dire, je ferai œuvre de, je serai dans la répétition, mais, mais je m'en fiche au point de vue, au point où j'en suis, répéter, pourquoi pas, euh, euh, réagencer les mêmes choses d'une façon ou d'une autre, de dizaines de façons différentes, pourquoi pas, ce n'est que un effort un peu particulier, mais après tout, il y a bien des efforts. Après tout, il faut faire des efforts différents dans sa journée pour essayer d'introduire un peu de la variation. Ce n'est pas toujours le, les, la tâche cuisine, la tâche mangeaille, la tâche expulsion qui doit être la tâche qui comment dire, une journée doit aussi pouvoir exister dans d'autres tâches, d'autres efforts, un peu inaccoutumés, mais faisons de l'inaccoutumé une coutume, pourquoi pas. Donc le néant, et le néant d'avant le néant, quelque part un néant qui précède un néant qui, lui, serait éminemment supérieur, qui serait d'une nature beaucoup plus déterminante, une nature qui transforme de façon euh, irréversible un donné physique. Et donc, et alors, certainement, il y a une histoire personnelle, une certaine, comment dire, une certaine attirance pour ce terme de néant, parce que justement, il fonctionne un peu comme une marque de défiance, une marque de rejet. À un moment donné, il y a le rejet du monde tel qu'il est, le monde
dans ses contraintes, dans ses, euh, dans ses manifestations les plus diverses, mais de toutes ces manifestations, il ressort un élément de détermination qui ne me convient pas. Être dans la détermination, être dans le convenu, dans l'attendu, être dans la, la suite logique des choses, cela ne me convient pas, ou alors me convient pas tout à fait. Donc il y a peut-être une certaine, euh, euh, comment dire, peut-être que la question est devenue une question caduque, comme dit un funeste personnage de l'histoire qui a cru qu'il pouvait se saisir d'un terme pour créer une réalité, une discontinuité. Il a cru qu'il suffisait de dire que le mot caduque pour que dorénavant il y a un avant et un après. Bien sûr qu'il y a eu un avant et un après, mais tellement peu important, tellement peu signifiant par rapport à la problématique globale de la question à laquelle je pense. Mais je ne donnerai pas les détails. Chacun essaiera de trouver à quoi renvoie le mot caduc dans l'histoire contemporaine, et donc très contemporaine, immédiate, puisque c'est le terme utilisé, et donc usité. Et donc fondamentalement, peut-être que cette attraction, plus qu'une attirance, attraction pour le néant, pour ce que le néant peut contenir, euh, euh, est une attraction ancienne que par cet exercice-là, j'essaie de la remettre au goût du jour. Peut-être que je me trompe. Ce n'est plus tellement dans mon actualité, mais faisons comme si c'est une question d'actualité toute chaude et que je me sens vraiment concerné par cette question, qu'il y a comme une urgence dans cette situation. Donc le néant, parce que c'est il y a comme une certaine inadéquation avec le réel. Le réel, il n'est pas ce qui convient. Donc, inadéquation après inadéquation, petite sortie après petite sortie, et puis quelquefois des expulsions, des sorties forcées. Des fois, je me suis retrouvé expulsé du réel, contraint d'accepter, de me retirer, de ne plus figurer dans le cours des choses. Et donc, ou seulement comme un témoin très éloigné, j'observe, observateur, mais impliqué, mais non implicable. Dire je me sens impliqué, mais je ne peux pas être dans la situation puisque je suis exclu de cette situation-là. Donc le néant qui préfigure le petit néant quelque part, le néant tout sympa, le néant avec lequel on peut, comment dire, jouer. On peut se jouer de ce terme, l'utiliser à certains moments juste comme une certaine alternative, une possibilité offerte parmi toutes les autres possibilités. Quelque part, je peux l'utiliser pour exercer un certain jeu avec moi-même. Je utilise le néant comme destin, comme désirance, pour essayer de, de prendre de la distance. À un moment donné, il y a besoin de prendre de la distance, pas de la hauteur, ni de
de la bassesse, c'est être un peu en dehors. Et le concept ou le terme néant permet à un moment donné, je suis et je ne suis pas. Je suis comment dire, une, une forme, mais une forme qui se déforme, qui va vers peut-être une reformation, mais qui en attendant va connaître un stade de déformation. Et quelque part, la, l'issue est la désintégration la, de, de l'ensemble que je suis. Cet ensemble est appelé à se dissoudre et que cette perspective-là m'aide, comme on dit, à prendre ce recul face quand je me suis retrouvé très impliqué dans des interactions qui étaient au fond, qui n'étaient pas, qui ne me correspondaient pas. À un certain moment, on peut se retrouver impliqué dans des histoires qui ne pourront jamais faire partie de mon histoire. Il y a des histoires, j'y suis arrivé par un hasard, tout à fait malheureux, et je ne veux pas continuer de figurer, continuer d'en être, parce que cela a été. Il y a un moment donné où l'envie de dire tout cela est quelque part est dérisoire. C'est cette idée de la dérision, cette idée de dire que tout cela n'a que peu d'importance. Tout, au fond, rien n'a d'importance dans le sens où rien n'est pérenne quelque part. Et rien n'est durable, rien n'est figé. Et donc, une situation acquise est par essence une situation temporaire. Tout acquis est un acquis en transition, est un acquis en déplacement. Je me déplace dans une ligne temporelle et ce que je possède aussi et quelque part fait un voyage et de nomadisme de forme en forme et comme par essence, donc par définition, ce que je peux posséder va obligatoirement m'être enlevé parce que moi-même, le possédant, je vais être dessaisi de ce qui me permet de posséder, des capacités à posséder. Donc, si je me disparais avant d'être, si je suis dépossédé avant d'être en incapacité de posséder, pourquoi pas, mais le fin de l'affaire, la fin de l'affaire, le dernier stade de l'affaire, c'est une dépossession globale, totale, et voilà. Donc, le néant comme quelque chose, l'idée comme un catalyseur, ce qui permet comment on dit, de créer une nouvelle force, comme une force physique presque, puisque cela déclenche une réaction. L'idée, être devant le néant n'est pas automatiquement une absence de réaction. Cela déclenche un autre cours d'événements. C'est cela, ça mobilise, ça fait appel à des énergies qui étaient inutilisées, qui étaient peut-être en attente,
mais des fois insoupçonnés. Donc, on se recrée avec l'idée du néant. Il y a une recréation d'un rapport aux éléments qui est un rapport beaucoup plus, comment dire, paradoxalement, beaucoup plus impliqué, une implication différente. Je m'implique de façon, euh, quelque part, qui pourrait faire croire que je crois à cette implication, que je suis entièrement dedans. Cependant, je suis dedans en étant dehors. Alors ce dedans, dehors, permanent, ce basculement, ce balancement entre les deux positions, entre les deux pôles, voilà quelque part. Donc, le néant en tant qu'élément d'opposition par rapport à ce qui semble être du domaine de l'indépassable, l'élément, le néant permet de dépasser, comment dire, de transcender, de, de se transférer ailleurs que dans un réel contrariant, un réel quelque part démobilisant, un réel démotivant. C'est les mots, il ne faut pas croire que les mots sont les mots pour eux-mêmes, les mots parce que la réalité a besoin, ma réalité a besoin de ces mots pour traduire cette, non pas une complexité, parce que cela valoriserait cet effort, non, parce que cela permet des approches variées. C'est la variation dans l'approche. Et de par comme l'approche comme les points de vue. Et il est évident que plus on multiplie les points de vue, les approches, les éclairages, les comment dire, les moyens d'aborder les questions, j'allais dire les angles d'attaque, plus on s'approche peut-être d'une certaine lisibilité des choses. À un moment donné, les choses paraissent illisibles, paraissent incompréhensibles. Donc je reviens vers cette histoire, puisque je voulais en parler. Donc, puisque je parle de lisibilité, je ne voudrais pas oublier que, quelque part, par rapport aux mots, par rapport à l'alphabet, par rapport au langage écrit, par rapport à tout cela, il est évident qu'un langage parlé était l'exacte réplique du langage écrit. À un moment donné, il n'est pas possible de faire la séparation, puisque ces deux-là convergent, ces deux-là sont la même chose. Il y a besoin d'avoir un langage oral qui n'oublie pas aux règles du langage écrit, qui ne soit pas dans une forme tout à fait bien pensée, bien dessinée, bien amenée. Il faudrait qu'il y ait des sorties inopinées, comme ça, d'un sujet à l'autre, puisque changer de forme, ne pas respecter les règles, être hors des règles, puisque de toutes les façons, peut-être qu'à un moment donné, l'acceptation des règles communes permet au message d'être assimilé, compris par tous, mais dans cette histoire d'oralité, on peut à un moment donné s'émanciper des formes, de la correction, de la corréquentialité, de cette obligation d'être, de respecter un certain, j'allais dire format, de respecter un certain cadre formel. Et donc, l'idée c'était, puisque on oppose souvent le mot les analphabètes avec le mot alphabétisé,
Et donc, quelque part, quand on imagine tout cela est parti de la, l'alpha et le bêta, c'est des choses. À partir du moment où suppose, là je vais me perdre, mais je vais essayer de rester, de m'accrocher malgré, je vois que le sujet va m'échapper. Et donc l'alpha, et non pas cette fois-ci l'alpha et l'oméga, mais l'alpha et le bêta. Donc alphabétiser. Alphabétiser, c'est cette histoire d'appui sur la langue grecque. Pour quelque part, sans la langue grecque, il n'y a presque pas de langage, il n'y a presque pas de vocabulaire. Cette existence, cette prépondérance de cette langue dans le parler, dans les référentiels conceptuels, c'est tellement présent que ça en devient envahissant. Et donc, l'alphabétisation opposée à ceux qui n'ont pas recours aux formes écrites de la langue, aux formes, j'allais dire, consensuelles quelque part, puisque la langue est écrite oblige à un certain classicisme, à une certaine discipline. La langue orale est beaucoup plus volage quelque part. Il n'est pas tenu par les mêmes règles, même si, en fin de compte, elle a aussi ce mode de fonctionnement et elle fonctionne aussi selon des schémas préétablis. Elle demande aussi une certaine discipline, une certaine conformité, un certain conformisme. Et donc, pourquoi donc de ce qui est hors de mon univers, donc j'utilise ce qui est à la base un emprunt assumé, un emprunt revendiqué. Et dans cette situation avec des gens qui ont emprunté, qui n'arrêtent pas d'emprunter pour construire toute la base linguistique, toute la base sémantique, et moi là-dedans, je me perds puisque je ne je n'ai pas d'emprunt, je ne revendique pas l'emprunt. Au contraire, ces emprunts me, quelque part, me font que je m'arrime à un espace qui, quelque part, n'est pas mon espace. Encore, je crois que je ne me suis pas bien sorti de cette histoire que je voulais. Je ne sais pas dans quel contexte je voulais utiliser cette histoire par rapport à l'alpha et le bêta. En tout cas, il y a dans peut-être à d'autres moments, il y a l'alpha, l'alpha et l'oméga. À un moment donné, et comme si la langue elle-même dit que il faut une limite aux choses. À un moment donné, il y a un début, il y a une fin. Ce qui est, c'est-à-dire, il n'y a qu'une ligne et ça permet de faire des allées-venues, mais toujours sur une seule ligne. Et il n'est pas possible de diverger, il n'est pas possible d'avoir des lignes secondaires, une ligne principale unique qui permet le déplacement nécessaire. Elle suffit pour les usages courants. Une ligne principale solide qui accepte, qui est solide mais en même temps assez souple, mais il ne faut pas vouloir d'autres lignes qui seraient parallèles ou carrément des lignes qui iraient dans des sens tout à fait contraires.
Donc on est obligé de rester avec cette idée qu'il y a un début et une fin, ce qui fait que le mot néant peut-être pourrait laisser penser que quand on utilise le mot néant, on parle d'une fin. Et quel est l'intérêt de parler d'une fin, puisque à quoi ça peut, qu'est-ce que ça peut apporter dans l'équation? La fin, c'est juste quelque part par commodité, ce n'est pas la fin de l'être physique qui est... Bien sûr, il y a peut-être quelque chose qui ressemblerait à la fin, parce que l'arrêt, l'immobilisme, l'absence de réaction signifie qu'il y a un arrêt, qu'il y a une panne, qu'il y a la mort de quelque chose, un moment, qu'il y a l'arrêt de fonctionnement. Ça ne fonctionne plus, donc ça ne répond plus, donc ça ne fonctionne plus. À partir, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est carrément une absence de fonctionnement, qu'il soit correct ou incorrect. Il n'y a plus de fonctionnement. C'est quelque chose qui se situe hors de cet espace-là. Et c'est une nouvelle identité, une nouvelle forme qu'acquiert le corps une fois qu'il a cessé de devenir un corps interagissant avec son environnement immédiat. Il continue bien sûr d'interagir. Un corps n'arrête jamais d'interagir. Mais pour la commodité de l'affaire, on imagine qu'il a cessé d'interagir sur un certain plan. Après, sur d'autres plans, il est encore tout à fait actif. Il se transforme, il, il se désagrège, si on peut accepter cela. Encore que l'idée de désagrégation, encore par commodité, par facilité que nous parlons de désagrégation, peut-être à un certain niveau de la matière, il n'y a pas de désagrégation. Peut-être que la question n'a aucune importance. Elle n'aura jamais de réponse. Et ce n'est pas un problème. Certaines questions ne sont pas destinées à avoir des réponses, quelque part des réponses définitives ou des réponses bien, bien installées. Il y a des questions qui n'auront même pas de réponse provisoire. Et donc, il faut les accepter telles quelles. Donc l'idée du néant devient un peu moins intéressante si elle s'intègre encore dans ce mouvement du début et de la fin. Et la fin, obligatoirement, la finalité, il y a entre la fin et la finalité quelque chose de l'ordre de la parenté, mais on doit poser la question, la finalité de l'être, elle serait une question superflue parce que elle ne rentre pas, elle rentre dans aucune catégorie, à moins de l'inventer comme ça, ex nihilo, puisque le néant, le nihilisme, peut-être c'est le mot latin pour dire le néant, nihilis, nihilos, je ne sais pas, en tout cas, donc ex nihilo, quelque part on invente des catégories comme ça, et que pour désigner ce qui n'est pas a priori destiné à être désigné, à être nommé. Voilà encore, on arrive à cette histoire du nom, de la nomination, de la désignation, de l'identification. Et
identifier quelque chose comme un néant, c'est c'est aussi une certaine c'est commettre une erreur, faire une erreur d'appréciation, et une erreur d'estimation. Comment estimer ce qui n'est pas, ce qui est l'absence de forme, l'absence, ce qui est l'absence. Cette histoire, à un moment donné, arrivait encore essayer de pousser jusqu'à, peut-être jusqu'à la fatigue, jusqu'à essayer, jusqu'à abandonner cette logorée parce que devenue sans objet. Mais en attendant, il y a encore des choses qui restent un peu à aborder, que je n'ai pas en tête sur le moment, mais qui vont ressurgir après, quand j'aurai arrêté cet enregistrement, ce qui est toujours normal. C'est des fois il y a des choses qu'on voudrait qu'elles viennent, bon, mais à un moment donné, mais elles ont un autre mode de fonctionnement. Le cerveau, ce qu'on appelle ainsi cette appellation, cette commodité linguistique, ce qui est le cerveau n'est pas toujours, ne répond pas toujours à ce qui est dans le domaine de l'informulé, comment travaille le cerveau pour produire de l'informulé. À partir de quel moment l'idée, comment l'idée se construit, comment elle prend forme pour devenir un son articulé, qu'elle devient, donc avant qu'elle prenne cette forme-là et qu'elle soit modulée par les différentes parties de la bouche pour sortir et exister dans l'espace sonore sous telle ou telle forme. Il y a ce lien avec quelque chose qu'on appelle le cerveau. Ce lien n'est pas clair. Il y a comme une sorte c'est nébuleux, quelque part, une abstraction dont je tire des choses, encore que la réalité de la parole est encore du domaine de l'abstraction. Ma parole est une abstraction qui passe par le canal, par des canaux pour arriver pour voyager. Et donc, abstraction qui, à un moment donné, peut connaître ce travail de, j'allais dire, si, comme s'il y a un lien entre un lieu qui n'est pas, qui n'a pas de forme, un lieu de l'informe, et de ce lieu informe vient ces choses, arrivent ces choses, sortent ces choses, et que a priori, entre le moment de leur surgissement de ce lieu et au moment où ils prennent forme, il y a certainement peut-être comme une perte ou comme une transformation transformation. Ce n'est pas exactement ce qui a pris naissance dans cette, dans cette nébulosité qui arrive en fin de voyage, qui prend cette identité-là. Il y a certainement un changement de forme, des modifications, des transformations, comme une perte au niveau de la substance, ou alors certains éléments de cette substance laisse la place à d'autres, et en fin de compte, on a quelque chose qui ressemble à
à une réalité physique, à quelque chose qui peut, en tant que tel, être passé par le stade de connaître l'existence de en tant qu'objet transmissible, mais que au départ même, elle n'est plus tout à fait dans la même elle n'est plus tout à fait la même depuis le début. Encore une histoire de début et de départ et d'arrivée. D'où sortent les choses qui prennent forme dans l'espace sonore, d'où ça vient, ça chemine comment, ça passe par quel stade, et est-ce que ce sont des choses d'une certaine récentalité, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont là en attente depuis un temps conséquent et qu'ils attendaient le moment de passer à un stade supérieur d'existence, à un stade supérieur de matérialité. En tout cas, la question reste posée à ce niveau de l'exploration de, du mot néant. Le néant, avant le néant, je n'ai pas trop fait la différence entre le néant premier et le néant ultime. Je le ferai dans un autre enregistrement.